Bienvenue dans ce nouvel épisode de Makerside, le podcast qui traite de la passion economy et des créateurs de side projects. Chaque semaine, je pars à la rencontre de personnes qui mènent une double vie. Ils sont freelance ou salariés le jour et créateurs de projets la nuit. Je m'appelle Amine Boissoun et je suis le cofondateur de 10 000 heures, un studio de création pédagogique. Dans ce nouvel épisode, je reçois Gauthier Casanova qui est product designer chez Matera, startup qui révolutionne la gestion des copropriétés. Dans cet épisode, on va surtout parler de son side project qui est encore une fois dans un domaine que l'on n'a pas encore abordé, qui est l'utilisation des plateformes de partage ou de l'économie collaborative. Salut Gauthier. Salut Amine. Bah écoute, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je suis très content de t'avoir avec nous aujourd'hui. Est-ce que dans un premier temps, tu pourrais te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas ? Ouais, carrément. Je suis Gauthier, j'ai 26 ans, je suis actuellement product designer chez Matera. Ça fait 4-5 ans que je suis maintenant product designer, je suis passé dans plusieurs boîtes, je suis passé chez Everroad, qui a été racheté par Sender il y a un an et demi. Ensuite, je suis passé chez Payfit, et là, je suis chez Matera depuis un peu plus de 3 mois. En gros, mon job au quotidien, c'est de créer les meilleures expériences pour nos utilisateurs. Donc, en gros, sur le métier de la gestion de copropriété, moi, dans ma squad, si tu veux, on se focus vraiment sur toute la partie onboarding et banking de l'expérience de la gestion de copropriété. Donc là, le dernier truc en date qui était hyper sympa à lancer, c'est qu'on est devenu en fait une néobanque. Et en fait, le pourquoi on est devenu une néobanque, c'est qu'en gros, quand tu changes de syndic, tu dois en fait changer de système bancaire. Donc, quand tu passes d'un syndic pro, un syndic coopératif ou bénévole, tu dois tout simplement quitter le compte banque que tu as avec ton syndic professionnel et en rouvrir un autre. Le seul problématique, c'est que là-dessus, les banques, elles connaissent pas trop ce statut. Tu vois, c'est ni une société, ni une association, ni un particulier. Et donc en fait, on a des refus d'ouverture de compte, et ce qui fait qu'on peut pas onboarder les clients tant qu'il n'y a pas de compte bancaire. Donc en fait, ça peut prendre des mois. Et pendant des mois, en fait, nos clients peuvent pas utiliser tout simplement correctement la solution. Et nous, ce qu'on a fait, c'est on s'est dit un truc simple, c'est que y a un problème, on va essayer de résoudre ça avec une solution ingénieuse et vraiment basée sur les besoins de nos utilisateurs. Et on est devenu néobanque. En fait, l'avantage de ça, c'est qu'en fait, l'ouverture du compte bancaire, tu l'as fait directement sur Matera. C'est hyper simple. On a bossé tout un parcours vraiment en faisant des super interviews utilisateurs et en testant un peu le tout pour être sûr que ce qu'on sort corresponde bien aux besoins. Et donc maintenant, nos clients, ils ont un système bancaire interne directement chez Matera, et en fait l'idée c'est que t'es un acteur, qu'on soit un acteur central avec tout ce qu'il y a dedans. Donc tu as la gestion de ta copro, ton assurance est chez Matera, ton système bancaire est chez Matera, et qu'en fait t'arrêtes de dire j'ai Matera, j'ai une banque à côté, j'ai un système d'assurance ailleurs. Et l'idée étant de simplifier au maximum ce qui est aujourd'hui hyper painful, à savoir la gestion de la copropriété. Donc voilà, un peu en intro. Très bien, écoute, on verra ensuite quel impact ça a eu justement ce side project sur ton activité principale. Et justement, si je ne me trompe pas, on va dire au dernier trimestre 2020, tu te lances sur un side project qui est assez original. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Ouais, carrément. Je vais commencer déjà pour faire une grosse dédicace à Yohan Lopez et à sa newsletter Snowball, qui clairement l'élément déclencheur de ce side project. Alors, en gros, le side project, c'est en fait de la location de véhicules entre particuliers, et en fait l'idée c'est d'acheter des voitures qui vont être dédiées 100% de la location. En gros, t'achètes pas une voiture pour la conduire toi, t'achètes une voiture pour la mettre en location, en fait tout comme tu ferais ça avec un bien immobilier. C'est le même principe, tu fais un investissement locatif, sauf que la grosse différence, c'est que l'immobilier, tu peux te dire que tu vas récupérer plus d'argent que ton ami au départ. La voiture, c'est l'inverse, tu sais que dans tous les cas, tu vas la revendre moins cher que ce que tu l'as acheté. C'est clair. Donc voilà, mais comment ça s'est fait ? En gros, il a écrit un dossier il y a quelques mois sur ce système-là, en fait, via GetAround. Lui, il l'a fait pendant, je crois, 3-4 ans. Et il nous a fait un super retour d'expérience, en fait, vraiment avec les step by step, comment mettre en place, pourquoi, attention, qu'est-ce qui est difficile, qu'est-ce qui est facile. Et c'était hyper bien fait, et en vrai ça te donne une approche assez simple du truc. Bon, il y a forcément de la complexité un peu quelque part. Le truc qui était assez passionnant, si tu veux, dans le dossier, c'était de voir à quel point en fait
c'est facile d'accès en fait. L'avantage de ça par rapport à un bien immobilier, c'est que avec un crédit conso, avec des taux que tu peux négocier avec ta banque ou avec des offres, tu peux trouver des trucs vraiment avec des taux assez faibles. Et en fait, pour 7-8 000 balles, tu peux te lancer là-dedans hyper facilement et générer des revenus qui sont pas astronomiques. Hein. Faut pas croire non plus que tu deviens Crésus tous les mois avec le virement de Gatorade. Mais ça te permet, si tu veux, soit de te dire je réinvestis ce que je sors dans quelque chose qui me permet d'avoir des rendements encore supérieurs et immédiats. Soit tu peux te dire, qui est mon cas, tu vois, typiquement, c'est de viser d'ici 2 ans, en gros, de se dire, ça me permet de payer un tiers, la moitié ou les trois quarts d'une mensualité d'emprunt immobilier. Donc c'est un peu le choix que je fais. Et c'est pour ça que ouais, j'étais trop content quand j'ai lu le dossier. Je me suis dit, putain, c'est super bien expliqué, on va essayer de le faire et de voir ce qu'on peut améliorer. J'espère qu'on aura aussi Johan dans ce podcast pour pouvoir aussi échanger sur ces différents projets et ses idées, et notamment le fait qu'il ait aussi ce side project, enfin ce qui était un side project, qui était la newsletter payante. Ouais. Du coup, tu tombes sur ce dossier et ça te donne l'idée et t'investis finalement sur ce projet. Par quoi tu commences? C'est quoi ta première contribution à ce projet? En gros, le premier truc que j'ai commencé à regarder, c'est se balader tout simplement sur la plateforme. Moi, j'avais loué 2 fois, mais 2 fois, enfin voilà, un pour un déménagement et une fois pour des vacances. Mais en gros, regarder la plateforme un peu de l'autre côté, donc essayer de trouver un peu des infos dans le help center, et trucs comme ça, pour voir un peu tous les petits tenants et aboutissants de ce sujet-là. Ensuite, le truc qui est assez cool en fait avec la plateforme, c'est que c'est assez transparent en fait en termes sur les véhicules et sur les secteurs. C'est-à-dire que quand tu te fais une recherche, par exemple, je vais faire une recherche à Saint-Lazare pour un utilitaire. En fait, tu vas voir tous les utilitaires qui tournent autour de ce secteur. Et en fait, dessus, tu as le nombre de locations que la voiture a eu. Et tu as aussi la date du premier avis. En fait, avec cet élément-là, tu peux à peu près définir quand est-ce que la voiture est arrivée sur la plateforme. Et donc, en fait, derrière, tu peux faire un ratio très simple de dire combien de locations versus combien de jours de location il y a eu. Ça te donne une moyenne du nombre de locations par mois. Et par rapport au prix qui est affiché, tu peux à peu près en sortir en fait un petit business plan entre guillemets. Donc moi, je me suis fait un gros tableur Excel basé sur ce qu'avait fait Johan, qui te permet d'avoir toute une partie, c'est quoi les charges et c'est quoi derrière les revenus avec commission, sans commission. Et ça, en gros, c'est la première étape. En gros, c'est de voir un peu quels sont tous les éléments de dépenses aussi, donc par rapport aux rentrées, donc que tu peux estimer sur la plateforme. Parce qu'il faut savoir aussi que la plateforme, si tu veux, elle a une page où genre par rapport au type de véhicule, ça te donne à peu près le tarif moyen que tu vas gagner par mois. Je vous fiez pas du tout là-dessus. C'est trop beau pour être. Enfin, je pense que les datas elles sont pas fausses, mais encore une fois, on est dans une période qui est compliquée et ensuite faut derrière bien prendre en compte toutes tes charges. En fait, quand tu vois juste qu'il y a écrit 750 balles par mois, tu te dis c'est génial. Ensuite, sauf que derrière, tu as quand même tout un tas de frais à prendre en compte. Donc, ne vous fiez pas qu'à cette page-là, sinon tout le monde aurait mis 73 voitures chacun sur la plateforme. Donc ouais, la première étape, c'est vraiment cette partie-là, quoi. C'est la partie un petit peu d'analyse, tout comme si tu montes un petit projet, quoi. Enfin, juste histoire de se dire, par rapport à ce que je vais investir, combien ça va me coûter, quand est-ce que je pense être rentable sur ce projet. Et puis voilà, quoi. Une fois que tu as fait ça, tu passes à la partie véhicule. Ouais, et c'est marrant parce que du coup, regarder la plateforme en tant qu'utilisateur, ça te donne déjà des infos. Donc, tu as exploité un peu cette opportunité qui est de regarder, de voir sur une map, un peu comme ce qu'on pourrait faire aussi sur Airbnb. On pourrait refaire la même chose, regarder les appartements qu'il y a autour de chez toi et de voir si effectivement ton emplacement pourrait être une opportunité pour ce genre de plateforme. Tu as dit qu'il y a aussi une autre interface qui permet, elle, d'estimer en tant que propriétaire de véhicule, mais bon, on va pas trop s'y fier étant donné le contexte. Du coup, tu valides l'idée, tu valides l'opportunité avec ces différents calculs. C'est quoi ta prochaine étape? Une fois que tu fais ça, en gros, ça passe un peu à l'étape comme quand tu achètes un appart, hein, tu fais de la recherche, donc tu bouffes Le Bon Coin, La Centrale et tous ces sites-là pour essayer de trouver un peu les véhicules qui correspondent. Et ensuite, comment cibler les véhicules? En fait, tu as des choix qui sont très simples. Le choix le plus évident, c'est l'utilitaire. Pourquoi? Parce que l'utilitaire, tu t'en fous s'il est un peu abîmé et c'est un truc où en fait, qu'il fasse beau, qu'il fasse pas beau, qu'il y ait le Covid, qu'il n'y ait pas le Covid, t'as toujours besoin de déménager, t'as toujours besoin d'aller faire des courses. Bon, là, il y a Ikea qui a fermé, c'est un peu, ça se sent un petit peu, mais non, ça c'est vraiment le truc le plus simple et le moins coûteux, parce qu'en fait, un utilitaire à l'achat, c'est moins cher qu'un véhicule type citadine.
Si ça s'abîme, c'est un peu moins grave, entre guillemets. C'est-à-dire que tu es prêt à avoir quelques rayures, alors que ta belle Peugeot 208 gris platine, tu as une rayure, tu es un peu vert. Et en termes d'utilisation, c'est en gros, bah, comme je disais, par rapport aux infos que tu peux trouver sur la plateforme en regardant à peu près le nombre de logs que le véhicule a eu, c'est les voitures qui sont le plus louées. Donc en gros, moi j'ai fait un choix assez simple. Je me suis dit, je commence avec un utilitaire et je pensais prendre plus de temps pour prendre le deuxième véhicule. Au final, j'ai eu une opportunité d'en avoir un deuxième plus rapidement. Et l'idée, c'était de répondre, si tu veux, à différents cas d'utilisation. Un cas d'utilisation type déménagement, courses et compagnie. Et il y a un cas d'utilisation, je me dis, je suis en plein Paris, il y a forcément des Parisiens qui n'ont pas de voiture, qui vont avoir besoin de partir en week-end, en vacances, en machin. Et donc d'avoir un véhicule qui va être utilisé limite qu'à l'heure, donc avec vraiment des tours très courts. Et un autre véhicule qui, pour le coup, par contre, va être utilisé sur plusieurs jours, plusieurs semaines. Euh, c'est à peu près ce qui se passe, sauf qu'en plein Covid, si tu veux, la 208, ça tourne quand même vachement moins fort que ce que je pensais. Mais donc c'est comme ça, en gros, si tu veux, que je me suis dit, je prends ces deux types de véhicules, et après, en termes de recherche, c'est un peu fastidieux, en vrai, parce que tu as tellement de tout et n'importe quoi sur le Bon Coin et sur ces plateformes-là que tu peux vite te planter, mais j'ai eu une super occasion. Je me suis barré en Normandie un week-end, je regarde sur la route du retour, je trouve une concession avec un utilitaire, et bah, il était parfait, donc coup de bol. Bah voilà, Un super super prix. opportunité. Ouais. Ouais. Et c'est marrant parce que du coup, encore une fois, tu as fait en fonction de ton usage. C'est-à-dire que toi, quand tu as utilisé la plateforme, tu l'as utilisé enfin, tu m'as dit que tu l'as utilisé 2 fois, une fois pour louer un utilitaire et une fois pour une voiture en week-end. Et bah, tu as reproduit ce schéma-là et tu t'es dit, bon, bah, il y a peut-être d'autres personnes qui sont dans cette problématique et que tu as investi sur des opportunités que tu connaissais. Bah, maintenant que tu le dis, ça paraît évident, mais je m'étais même pas posé la question, tu vois. Mais c'est vrai, en vrai, je pense que c'est des cas d'utilisation tellement standards que, enfin, c'est la masse de Parisiens qui vont avoir ces mêmes problématiques de, je vais acheter un canapé, je le fais pas livrer, je vais le chercher moi-même, ou je fais un déménagement, j'ai besoin de bouger, ou je me barre au week-end chez des copains ou voir la famille, j'ai besoin d'une voiture. C'est effectivement un truc qui est hyper récurrent et qui va aller dans ce sens-là, parce que plus ça va aller, moins tu vas avoir de places de stationnement privatifs dans les rues de Paris. Enfin, pas privatifs justement, mais ils vont de plus en plus enlever des places de stationnement de manière un peu classique, au profit justement de trucs Mobilib, qui permet justement aux véhicules type Getaround, Ubico et tous ces trucs-là de se garer avec des places de stationnement dédiées. Donc en gros, tu as moins de place pour les gens qui ont leur propre voiture, mais plus de place pour les gens qui ont des voitures en partagé. Et justement, tu parlais des parkings, des places de parking, etc. C'est quoi les frais à prendre en compte quand on se lance dans ce type de side project? On a déjà parlé de l'investissement de la voiture, mais j'imagine qu'après, il y a tout un tas de frais à prendre en compte. Ouais, carrément. En gros, dans les frais, bah déjà l'élément principal, ça va être la mensualité de crédit, parce qu'en gros, moi je pars du principe que sur cette idée de side project, faut aller chercher de la dette. Euh, Parce que dans tous les cas, en gros, tu t'auras remboursé ta voiture le jour où tu la revends, parce que tu vas la garder, imaginons 48 mois. Pendant ces 48 mois, en fait, tes locations vont payer, si tu veux, tous les mois ce truc-là. Donc la voiture te coûte rien. Et je trouve ça idiot, en fait, d'enlever des trucs qui sont bien placés ou de l'épargne dans ce genre de projet. Euh, Ensuite, tu vas avoir l'assurance, qui a un coût assez important, sachant que les assureurs un peu classiques, genre ton assurance à toi, ton machin, ils vont faire la tronche quand tu vas leur expliquer pourquoi c'est, parce que c'est de la location et que les mecs ils vont avoir super peur, même si tu leur expliques que chaque location est assurée et tout. En gros, ils ont peur de quoi? Ils ont peur que si tu veux, t'es un mec qui tient un peu trop sur la voiture, il rend la voiture, toi tu l'utilises 1 heure et le truc il pète, et en fait c'est pour ta tronche, donc c'est ton assureur qui va prendre, alors qu'en fait c'est dû à l'utilisation quotidienne de ta voiture en location. En gros, ce qu'a fait Gatorade là-dessus, qui est plutôt pas mal, c'est qu'ils ont fait un système où ils ont fait un deal avec, je crois que c'est Alliance, si je me trompe pas. Et en gros, ils ont un truc spécial justement pour t'assurer là-dessus, donc qui va être forcément un chouille plus cher qu'une assurance classique. Mais ensuite, c'est le prix de la tranquillité, si tu veux. Et puis voilà, faut pas lésiner sur ce genre de dépenses, parce que si ta voiture elle est cassée, t'es content d'avoir un petit billet pour soit reprendre une, soit rembourser ton emprunt. Ensuite, en frais, qui est aussi hyper important, tu as le frais de stationnement. Alors, tu as deux options pour le stationnement. Ouais. En gros, le stationnement à Paris, quand tu es en résidence principale à Paris, tu as le droit d'avoir t'as ce qu'on appelle un droit au stationnement résidentiel. Donc, en gros, tu as une zone qui est délimitée sur ton secteur. Donc, moi, ma zone, si tu veux, c'est le 8e, mais c'est très large, parce que ça va de Villiers jusqu'aux Champs-Élysées. Donc, en fait, je peux foutre mon camion un peu partout. J'ai fait le choix de le placer vraiment en bas de chez moi pour me dire quand il faut que je le nettoie ou que je vérifie qu'il n'y ait pas de pneus crevés ou de machin, c'est quand même beaucoup plus simple que de descendre à chaque fois plus au sud.
Là-dessus, en gros, sur le stationnement, donc tu as cette option-là. En gros, c'est 45 € de droits à payer à l'année par véhicule, plus 9 € la semaine de stationnement. Ok. Donc voilà, donc c'est pas hors de prix. En gros, faut savoir que dans mon quartier, si t'es pas résidentiel, c'est 4 € de l'heure. Donc si tu fais vite le ratio, t'as pas trop le choix en fait. Tu peux pas te permettre de mettre une voiture si t'es pas résident dans Paris, sinon en fait, bah, t'as plus de frais de stationnement qu'autre chose. Ouais. Et sinon, t'as d'autres options, bah, c'est soit de te trouver un parking privé. Le seul truc du parking privé, alors je sais pas ce qu'ils sont je crois qu'ils sont en train d'améliorer un peu le système, mais le problème du parking privé, c'est un problème de réseau. En fait, la voiture, vu qu'elle s'ouvre sans fil, si t'as pas de réseau, alors il y a peut-être un système avec Bluetooth, mais je connais pas trop le système. Moi, je me suis dit, je prends pas de risque. L'avantage du parking privé, je dirais que c'est que certains locataires, ils sont un peu effrayés de trouver des places pour rentrer se garer à Paris. C'est-à-dire qu'ils partent avec le camion et en fait, ils flippent de ouf de pas trouver de place dans le secteur. Et en fait, bah, plus tu tournes, plus ça te prend du temps, plus ça te prend du temps, plus la location se rallonge, plus c'est cher. Donc je pense que ça peut jouer. Ensuite, moi, si tu veux, dans le choix que j'ai fait, c'est que j'ai regardé en fait des véhicules de mon quartier qui n'étaient pas en stationnement privé. Parce qu'en gros, tu as une petite case avec, sur la plateforme, tu cliques pour voir toutes les voitures qui ont une place de stationnement dédiée. D'accord. Et il y avait quand même, il y avait quand même une tonne de locations sur les véhicules, donc je me suis dit, c'est pas le critère numéro un des gens, même si je pense qu'il y en a qui prendront pas mon camion parce qu'il n'a pas de stationnement dédié. Euh, Ensuite, c'est plus cher. Le stationnement privé, bah, tu payes un parking, hein, donc un parking, je crois que tu as des trucs avec IS Park ou je sais pas quoi, enfin, tu as des trucs un peu qui te permettent de faire des trucs pas hyper chers, mais tu montes tout de suite, je pense, à 150 balles minimum ton parking, alors que moi, tu vois, ça me coûte 4 fois 9 € plus 45 à l'année, donc c'est quand même beaucoup, beaucoup moins cher. Ok, donc il faut prévoir un peu tous ces frais, donc le crédit, Ouais. l'assurance et les frais de stationnement. J'imagine qu'il y a aussi des frais d'entretien. Exactement. En fait, tu as déjà des frais dès le début. En gros, bah, faut que tu t'achètes les trucs cons, mais l'huile, le lave-glace, le machin, pour faire les niveaux un peu de temps en temps. Tu as ensuite une partie où, en gros, j'utilise une app qui s'appelle Yield. Yield, en gros, c'est une app qui te permet de faire un peu de la micro-épargne sur ta CB, c'est-à-dire que tu peux soit faire un arrondi automatique à chaque dépense, soit dire toutes les semaines, je mets X de côté. Et en gros, l'idée là-dessus, c'est qu'en gros, toutes les semaines, ça me prélève une somme définie qui correspond en gros à ce que je mets de côté pour les entretiens des véhicules. En gros, moi, je suis prélevé sur le compte où j'ai les voitures, histoire d'être sûr de bien mettre de côté et de ne pas avoir la mauvaise surprise du jour où j'ai un embrayage à changer ou machin. Ah, putain, j'ai pas de cash de côté, je peux pas le faire. Euh, En gros, là-dessus, j'ai prévu 50 € par mois et par véhicule à mettre de côté. Donc voilà, en vrai, ça va assez vite. Tu vois, je suis déjà à 450 € mis de côté pour les deux. Bon, ensuite, le pas de bol, il m'arrive un truc un peu grave sur l'une des deux voitures qui n'est pas couverte par l'assurance. Bon, je suis en touriste, donc normalement, il y a peu de risques, mais bah, faudra que je sorte ça de ma poche. Mais au moins, ça me paye des franchises s'il y en a. Enfin, voilà, c'est budgété. Et ensuite, tu as un dernier poste, c'est bah, le poste un peu nettoyage et entretien intérieur du véhicule. À savoir que sur la 208, les gens sont plutôt respectueux. Sur l'utilitaire, en fait, les mecs, ils voient ça un peu comme une benne à ordures de temps en temps. Et tu nettoies un peu ton camion à fond, tu fais des photos. Donc au départ, j'étais pas hyper vigilant là-dessus. Alors moi, je disais, bon, bah, c'est pas grave, je redescendrai nettoyer. Sauf qu'au bout de 3 fois de nettoyage dans la semaine, il y a un moment où tu commences à craquer un peu. Ouais. Et en gros, tu deviens un peu... bah, en fait, tout vient aussi avec la bonne communication. En fait, si tu communiques bien avec les gens et que tu expliques bien le pourquoi du comment, les gens, ils sont ils font attention. Si tu dis rien, les gens, ils s'en foutent, globalement. Mais ouais, maintenant, je fais une photo quand je nettoie, je fais la photo avant, et en gros, je l'envoie direct au prochain locataire en disant, voici l'état intérieur du véhicule. En fait, si vous me le rendez bah, pas dans cet état, en fait, vous allez être chargé d'une pénalité que la plateforme va vous infliger, et elle fait super mal la pénalité, parce que tu te prends 45 € de pénalité. Donc, si tu fais les gens, quand tu leur expliques ça, maintenant, bah, le truc, il est rendu globalement à peu près tout le temps propre. Même si ensuite, bon, bah, tu peux pas te battre contre, genre, t'as un peu de terre sous tes chaussures, effectivement, si t'as pas tout le kit nettoyage dans ta voiture, ce qui est pas le cas. Enfin, moi, j'ai juste une balayette. Je peux pas laisser non plus l'intégralité du système de nettoyage dans le camion. Mais ouais, c'est des petits trucs à prévoir. Donc, en gros, en budget nettoyage, j'avais budgété, je crois, un petit 10 ou 15 € par mois, histoire de faire extérieur au Karcher, vite fait dans une station, et l'intérieur, je le fais moins, quoi. Il y a un sujet dont on a abordé rapidement, c'était le sujet du boîtier. Parce qu'en fait, toi, tu as un job à plein temps, tu peux pas te permettre d'aller, à chaque fois que quelqu'un a besoin du véhicule, aller donner les clés, récupérer les clés. Donc pour ça, je crois que c'est la plateforme que tu utilises qui a un système qui est compris. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Ouais. En gros, quand tu te lances sur GetAround, tu as deux options.
T'as une option, je remets les clés à mon locataire, donc, comme un Airbnb. Voilà, genre c'est ta maison, tu lisses les clés et puis tu lui dis à tout à l'heure. Ou sinon, tu as une autre option qui est donc un boîtier connecté. Ils bossent avec une boîte qui est spécialisée là-dedans. Et en fait, ils viennent installer un boîtier donc, qui relie en fait tous les câbles qui est sous le volant. Et ça permet en fait plusieurs choses, ce truc-là, au-delà de l'ouverture automatique, enfin à distance, sans la présence du propriétaire, qui est trop cool parce que en fait sans ça, clairement, je me serais pas lancé. Ça permet aussi en fait d'avoir différentes remontées d'informations qui sont hyper cruciales dans la gestion un peu automatique de ce genre de side business. C'est-à-dire que tu as de l'info sur le nombre de kilomètres que la voiture a fait pendant la location. Et tu as aussi un truc hyper important, c'est l'information sur la jauge d'essence. C'est-à-dire qu'en fait, la personne qui prend la voiture, si la voiture a 100% d'essence mais qui me la ramène avec 50% d'essence, il est automatiquement chargé en fait du montant correspondant aux 50% utilisés. Donc tu as tout ce système-là qui est trop bien parce qu'en fait, bah, t'as pas à courir derrière les gens avec leur ticket de caisse en leur disant je comprends pas, vous avez permis, pourquoi, machin. Et le système, honnêtement, est plutôt bien fait. Alors, de temps en temps, il arrive qu'il y ait des petits bugs de remontée d'infos. Tu vois, j'ai fait changer le boîtier sur l'utilitaire parce qu'en gros, ça me remontait pas le niveau de carburant. Ça me disait que j'avais 99% de carburant. Puis au bout de 3 semaines, je suis monté dans la voiture et j'ai regardé les trucs. Je fais putain, en fait, j'ai que 50%. Donc en fait, si tu veux, là, j'ai perdu de l'argent parce que vu que le boîtier disait toujours 100, il allait pas débiter Ah les oui. locations. Donc en fait, au bout d'un moment, si tu fais ça tout le temps, à la fin, ça te coûte un plein. Et sur des pleins bah, à 70 euros, si tu veux, sur un mois, en fait, c'est pas budgété, donc en fait, tu perds, ta renta, elle est complètement impactée. Mais ces boîtiers sont pour le coup assez bien, et j'ai lu un article là, je crois même ce matin ou hier, Gatorade, ils sont en train d'essayer de passer un truc avec en fait directement les constructeurs, pour en fait directement depuis la voiture, sans passer par un boîtier connecté, en fait, se maquer avec Peugeot, Renault, machin, pour qu'en fait dans leur système d'ouverture de voiture, ils puissent directement se brancher sans avoir à passer par l'intermédiaire d'un boîtier. Et en vrai, ça serait une petite révolution dans ce genre de truc. C'est-à-dire que tu peux acheter une voiture, t'as pas de frais d'installation de boîtier, tu peux directement juste connecter Gatorade avec ce truc-là. Et s'ils y arrivent, franchement, ça serait canon. Bon, ensuite, il faut acheter des voitures neuves, c'est le seul problème, ça coûte plus cher. Ou faire du leasing, mais c'est plus compliqué. Moi, d'ailleurs, pour revenir sur comment est-ce que j'ai connu ton projet, j'ai vu un post LinkedIn où tu partageais un peu dans un article Medium dont on mettra le lien, les différentes informations, un peu ton bilan de cette activité. Quel est un peu justement en termes de rentabilité, où est-ce que tu en es par rapport à ce projet-là? En termes de rentabilité, alors purement financièrement parlant, Ouais, je suis passé en rentable depuis la fin du dernier mois. Mais en gros, en fait, vu qu'à la fin du mois, bah, tu te reprends les emprunts, en fait, tu repasses le temps de 2 semaines bah, en négatif sur ton résultat d'exploitation. Mais ce qui est pas grave du tout, parce qu'en fait, j'ai déjà passé un peu le cap là-dessus. Ça a pris en vrai plus de temps que prévu, mais à cause de l'activité réduite due au Covid, même si mine de rien, pour une activité en Covid, enfin avec les couvre-feux, les confinements à répétition, je tourne quand même à 24 locations par mois sur l'utilitaire, donc c'est quand même assez honnête comme chiffre. Euh, ensuite, et j'ai oublié la question, je crois que je me suis éparpillé. c'était la rentabilité. Ouais, niveau rentabilité, ça y est, je passe le cap. Ensuite, c'est aussi pour ça que je fais un choix assez radical, c'est de lâcher la 208 Ok, pour aller chercher plus de rentabilité. Aujourd'hui, en fait, c'est l'utilitaire qui compense un peu le déficit de la 208 qui, comme j'explique dans l'article, si tu veux, j'ai mis vachement de temps à la mettre en ligne parce que pendant le deuxième confinement, j'étais pas à Paris, mais la voiture, elle y était. Et bah, sachant que c'est le genre de véhicule pas du tout utilisé pendant une période de confinement, je voulais pas, si tu veux, commencer à avoir les frais de boîtier, parce que tu payes le boîtier tous les mois. Ah oui, charge importante. ok. C'est 29 euros le boîtier, tous les mois, à prendre en compte. Et en gros, je me suis dit, bah, j'attends que qu'on soit dans une période un peu plus cool, mais le truc, c'est que quand tu achètes ta voiture, bah, tu as déjà les mensualités qui tombent, l'assurance qui tourne aussi, le stationnement aussi. Donc, en gros, j'ai passé 2 mois et demi avec tous les frais de la voiture sans aucune rente dessus. Et aujourd'hui, ouais, le choix il est assez simple, c'est que la 208, dans tous les cas, elle sera toujours moins rentable qu'un utilitaire, même si tu peux aller chercher une petite rentabilité, enfin voilà, un peu de sous dessus, tu peux faire des trucs pas trop dégueu. Et à la limite, je pense que la 208, c'est beaucoup plus smart de viser un projet en te disant au moins ça me fait une voiture que je peux aussi utiliser au quotidien. De l'avoir un peu comme ça, parce que tu as des périodes, en fait, la voiture est vraiment pas louée, donc tu peux l'utiliser. Mais ouais, je me refocus sur un seul véhicule, aussi parce qu'en termes de nettoyage, entretien et tout, c'est quand même plus simple d'en avoir qu'un seul. Le seul danger, c'est que si tu veux, si un jour on m'explose le partenaire et que va savoir pourquoi je suis hyper mal indemnisé, je me retrouve avec aucun véhicule qui peut compenser, si tu veux, la perte de l'autre. Donc c'est aussi l'avantage d'avoir deux voitures,
c'est que tu en as toujours une qui potentiellement peut essayer de combler un peu la disparition de l'autre, si ça arrive. Mais dans ces cas-là, je préconise d'avoir 2 utilitaires que tu fous à 2 Ouais. endroits extrêmes de ton quartier, ça sera plus rentable, quoi. Ok. Et j'ai vu que tu étais assez très carré sur ton projet, sur les chiffres, les simulations, etc. Et tu en es même arrivé à créer un outil en Mm. mode no-code pour justement pouvoir gérer tes véhicules, c'est ça? Ouais, ouais. En gros, si tu veux, ce projet-là, quand j'ai lu l'article de Johan, je trouvais le truc fantastique, mais je me suis dit, quand même, il y a plein d'applications en mode donner les bonnes indications au bon moment, même si en fait dans ta page tu as tout le descriptif, les gens, mais comme partout, ne lisent jamais. Donc j'ai quand même des gens, si tu veux, quand ils louent, t'entends la voiture, ils me demandent je suis devant la voiture, vous arrivez quand? Ils ont pas compris que la Ah, voiture s'ouvrait toute seule, tu vois. ok. Donc en gros, ça m'est arrivé une fois, tu vois, 6h30 un samedi matin, j'ai trois appels en absence depuis 3 minutes. J'étais sûr que c'était un des mecs qui était dans la voiture. Et donc tu décroches et puis tu l'expliques, quoi. Donc ça arrive, en vrai ça m'est arrivé genre un coup de fil comme ça, et sinon le reste ça arrivé 2-3 fois avec des petits messages la journée en mode je suis dans la voiture, comment je fais pour avoir les clés. Mais en gros, ouais, sur la partie, l'idée c'était vraiment d'automatiser le plus possible les tâches où en gros ça peut se faire de manière un peu automatique. Et là-dessus, moi je suis un grand fan de Glide qui est un système de web app en no-code. Donc en gros, il se base sur un Google Sheet. Et c'est assez puissant en fait, tu peux faire un nombre de trucs en gratuit en plus, enfin, tu peux aller très très loin sans investir d'argent, tu investis beaucoup de temps parce que le temps de processer tout ton truc et de voir si ça tourne bien, c'est l'investissement vraiment à prendre en compte. Mais ouais, en gros l'idée là-dessus c'était donc de gagner du temps et d'avoir un truc en gros qui soit hyper simple, hyper clair, que ce soit pour moi ou pour les gens qui louent mes véhicules. Et donc en gros je suis parti sur un système où en fait quand tu as une location, tu as différents choix pour les notifications Getter. Tu peux soit recevoir une notif sur ton téléphone depuis l'application, soit tu peux recevoir un message SMS, je vois pas l'intérêt, mais voilà. Soit tu peux recevoir un email. Et donc en gros, je me suis basé de cet email. En fait, c'est comme quand tu commandes sur Amazon, si tu veux, l'email est toujours pareil. Tu as l'entête, le contenu, c'est toujours le même, c'est juste les chiffres qui changent. Et en gros, sur cette base-là, tu as un outil qui s'appelle Zapier, qui est un système qui te permet d'automatiser tout un tas de tâches. Et au sein de Zapier, ils ont un système qui s'appelle le parseur. Et en fait, le parseur, c'est que tu prends ton email, tu leur envoies, et en fait, derrière, ils enlèvent tout le layout hyper joli de l'email, ils gardent juste le texte. Et ensuite, derrière, tu vas genre surligner des zones. Et en fait, ça, tu vas dire, ça, c'est le nom du locataire, ça, c'est le numéro de la location, ça, c'est la durée de la location, ça, c'est le prix, ça, c'est le numéro, machin. Et une fois que tu fais ça, tu sauvegardes ça en template. Et en fait, dès qu'un email le Getter va m'être envoyé, ils vont le reconnaître, ils vont sortir toutes les infos. Après, tu as un système qui va prendre ces infos, qui va me les mettre dans le Google Sheet. Et vu que le Google Sheet, en fait, c'est Glide qui est juste derrière, et en fait, Glide, il interprète toutes les données du Google Sheet, et il me sort la nouvelle ligne en disant nouvelle location machin. Et le seul truc qui n'existe pas, mais je sais pas d'ailleurs pourquoi ils ont pas mis le prix, mais dans l'email en fait félicitations, vous avez une nouvelle location qui va arriver. En fait, t'as pas de prix, donc la seule variable que je dois rentrer moi, et qui est amenée aussi à changer au fur et à mesure de la location, c'est-à-dire que la location peut être de 20 euros, mais si la personne rallonge au fur et à mesure de sa location, c'est-à-dire 3 heures avant la fin, elle rajoute une journée, ça va passer à 40 euros. Si elle me rend la voiture avec 10 euros d'essence en moins, ça me rajoute 10 euros. Si la voiture est dégueulasse et que je fais une réclamation, ça leur rajoute 30 euros. Enfin, c'est que des trucs comme ça, mais c'est la seule information que j'ai à remplir. Et ça me permet en fait derrière d'avoir tout un dashboard qui réagit au fur et à mesure de tout ce qui se rajoute. Donc c'est plutôt cool. Ça me permet de piloter, si tu veux, mois par mois, ce qui se passe. Et ce qui est sympa, là, c'est que ça fait ça. Donc c'est cool. Ça monte, quoi. Ouais. C'est cool parce que, enfin, moi j'ai une formation Zapier justement où on apprend aux gens à utiliser ces automatisations et effectivement on parle du parseur et le parseur qui va te permettre en fait de transformer chaque email que tu pourras avoir en déclenchement d'automatisation et c'est assez cool parce que du coup ça te permet d'automatiser des outils qui sont pas disponibles de base sur Zapier comme GetAround n'est sûrement pas disponible sur Zapier et du coup tu peux utiliser en fait tes emails comme déclencheur et ça c'est vraiment cool. Ouais. Et en plus tu rajoutes avec ça la puissance des tableurs comme Google Sheets, tu as des formules assez puissantes et tu peux calculer tout ça. Donc toi c'est ton outil que tu utilises au quotidien pour checker et voir comment ce que ça évolue. Ouais, écoute, je me suis mis le truc sur mon téléphone et puis aussi je me suis mis, tu sais, vu que c'est une web app, tu peux les installer via Google Chrome sur ton Mac. Donc je l'ai aussi sur l'ordi, donc c'est plutôt assez chouette.
Et puis là, je crois qu'ils ont fait des belles avancées aussi. Je crois ça va arriver les formats vraiment desktop. Donc tu pourras vraiment adapter ta web app à un écran d'ordinateur. Ce qui est plus cool, parce que là, ce qui est rigolo, en fait, l'écran, il est tout petit. Et si tu l'étires, en fait, il dessine un iPhone dans une grande fenêtre avec ton Ouais. interface dedans. Donc bon, c'est mignon. Mais ça sera mieux quand ça sera une grande interface adaptée. Mais non, ouais, la puissance de l'outil, elle est assez géniale. Et puis derrière, en fait, tu peux automatiser tout un tas de choses. C'est-à-dire que quand tu as ta nouvelle ligne qui rentre, tu peux directement. Moi, ce que j'ai fait, c'est que ça m'ajoute aussi le texte que je dois copier-coller et envoyer à la personne qui loue. En mode Ouais. bonjour machin, voici quelques règles à respecter, nana. Donc j'ai pas, si tu veux, aller me chercher un texte à copier-coller quelque part ou à faire tout ce truc-là, c'est beaucoup plus rapide. Euh, T'as toute la partie aussi dépenses. Alors ça, j'ai pas pu l'automatiser. Ce qui s'automatise juste, c'est les calculs, parce que genre dès que je rajoute une dépense, bah, ça m'augmente mes charges et ça réduit le résultat d'exploitation et ça me cumule un peu tout. Mais ça, j'ai pas pu automatiser parce que bah, je peux pas me brancher, à part si je fous Budget Insight sur ce truc-là, mais je suis pas sûr que ce soit possible de brancher tous ces trucs et puis ça coûtera beaucoup d'argent. Donc ça, en gros, j'ai fait une sorte de un peu une sorte de banking slash tricount où genre je rentre moi-même la dépense et ça me fait un truc avec un suivi des dépenses hyper propres où bah, quand je remets de l'essence, je l'indique, quand c'est les stationnements, je les mets. Et ça, je pense que c'est. Bon, en vrai, ça me prend pas beaucoup de temps parce que les seules dépenses que j'ai, c'est toutes les semaines le stationnement et une fois par mois le global, boîtier, mensualité, crédit, assurance. Pour ceux qui nous écoutent, il y a peut-être du coup une opportunité de créer un produit pour des personnes qui ont des voitures en location. Mais je crois que justement, suite à ton article ou même avant d'ailleurs, tu as échangé avec les équipes de GetAround. Mhm. Et du coup, vu que tu es un utilisateur type, est-ce que tu as eu des retours? Est-ce que tu as pu leur faire des propositions sur ton usage de GetAround? Ouais, ouais. Bah, j'ai eu deux personnes de chez eux. La première fois, je les ai eus assez tôt, parce qu'en gros, viennent une relation en commun. Genre, j'ai pu avoir le Head of Growth de Gatorade Europe. C'était hyper sympa de pouvoir échanger en direct avec eux. Le truc qui était un peu compliqué, qui est toujours un peu compliqué, c'est qu'ils sont vachement en chômage partiel, parce que l'activité est carrément impactée. Donc en fait, en termes de développement produit, la roadmap, elle est. Ouais, ça avance moins vite que prévu. Ensuite, les infos que j'ai eues, c'est que sur 2021, en gros, ils vont refaire un focus sur la partie proprio. Parce que ce qui s'est passé, c'est qu'en gros, tu as eu le rachat de Drivey par Gatoran. Ils sont passés avec le système de location à l'heure, ce qui n'était pas le cas avant. Et ils ont en fait, bah, il y a un moment où il faut aussi aller chercher un peu de la rentabilité, parce qu'ils étaient vraiment en mode on brûle, on brûle, on brûle pour faire de l'acquisition à donf. Et là, en gros, bah, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont revu un peu tous leurs calculs et ils sont repassés sur un système où il faut quand même qu'ils gagnent un peu de sous. Et donc sur 2021, en gros, ils ont des objectifs d'après ce qu'on m'a dit. Ensuite, je m'engage pas du tout, je suis pas chez eux et je connais pas leur roadmap. Mais non, ouais, c'est de se refocus un peu sur la partie propriétaire, typiquement pour avoir effectivement un système de monitoring. En gros, ce qui est assez marrant, c'est qu'ils poussent vachement les gens à rentrer vraiment dans une activité limite professionnelle de location. C'est-à-dire qu'ils te proposent des leasing, des machins, des trucs en disant, voilà, si tu veux plus de voitures, c'est possible. Le seul truc, c'est qu'en fait, je me mets à la place d'un loueur pro. Je pense que le loueur pro, il a un outil à côté, genre Gatorade, et je sais pas comment il fait, copie-colle les infos à chaque fois qu'il y a une location, mais il a un outil à côté pour monitorer tout son truc, parce qu'en fait, t'as aucun truc qui monitore ton activité. Le seul truc que t'as, c'est un tableau avec genre les locations à venir, locations en cours, locations terminées, et ensuite un tableau avec les relevés de paiement. Et les relevés de paiement, c'est pas l'argent à l'instant T de tes locations, c'est l'argent que tu as reçu sur ton compte. Donc en fait, tout est décalé en fait à chaque mois. Donc ouais, en gros là-dessus, il faut qu'ils fassent un peu de boulot. Et ouais, je leur ai soufflé quelques petites idées. Ensuite, je dis pas que j'ai que des bonnes idées, donc à eux de faire leur truc, mais normalement, je suis censé leur faire un petit. Enfin, je pense que je vais avoir une petite interview utilisateur avec eux quand ils reprendront ces sujets, quand c'est peut-être un peu mieux, cet été ou après. Mais ouais. Bon bah, hâte de voir ces évolutions. Et ce qui est cool, c'est que toi, t'as pas attendu et que t'as fait tes propres outils avec tes compétences pour pouvoir gérer tout ça. Sur Clubhouse, bon, tout le monde en parle en ce moment. Je fais une room tous les jeudis où je rencontre des créateurs de side project. Et récemment, j'ai rencontré quelqu'un qui a 35 véhicules de location, donc pas forcément sur cette plateforme-là, mais voilà, il loue 35 véhicules. Et il a commencé avec... Enfin, il a commencé. Il est arrivé jusqu'à 25 véhicules où comment dirais-je, il gérait lui-même avec justement ces boîtiers-là pour ensuite recruter 2 personnes qui l'aident dans la gestion de sa flotte. Comment est-ce que tu vois, toi,
ton avenir sur ce side project? Est-ce que tu vas être amené à développer ou est-ce que c'est vraiment quelque chose que tu vas garder en side project à côté? Non, je pense que c'est quelque chose que je vais garder en side project. Euh, En gros, il y a un premier point, c'est que quand tu fais ça en perso, euh, en gros, si tu dépasses les 8 227 € de revenus, tu te prends de l'URSSAF illico presto derrière. Donc en gros, je suis en train de regarder ce qui est plus intéressant, c'est de flirter avec le chiffre à l'année. C'est-à-dire que si je sens que je vais le taper, genre ralentir les locations, couper le camion 2 semaines, histoire de pas passer le plafond, euh, ou carrément crever le plafond, effectivement, en développant le système. En vrai, je suis pas certain d'aller plus loin avec plus de véhicules. Je pense que je vais en garder qu'un seul pour que ça me fasse des petits revenus entre 200 et 400 € par mois en fonction des mois et du besoin. Sachant que ouais, à côté, moi j'ai d'autres projets, j'aime bien être assez polyvalent et honnêtement, quand tu as 25 véhicules, je pense que c'est du full time, hein, c'est pas du side project en part-time. C'est clair. Moi, en gros, le Gatorade aujourd'hui, ça me demande au quotidien, je pense que ça me demande de 4 minutes par jour sur mon téléphone, entre ma web app où je copie-colle le texte, enfin je copie le texte et l'app où je le colle, et juste checker en gros les retours des voitures quoi, avec les photos, je regarde s'il n'y a pas de rayures, s'il n'y a pas de machin, et voilà, ensuite demander les avis, puis c'est tout. Enfin, franchement, ça prend très très peu de temps. Le truc qui te prend le plus de temps, c'est le côté un peu, voilà, le côté un peu dirty job de descendre avec ton chiffon, ton produit, et puis tu vas nettoyer ton intérieur, quoi. Mais ouais, je pense que je peux, avec le boulot que j'ai aujourd'hui, je peux pas, et c'est pas forcément aussi une grosse envie de ma part de beaucoup développer ce truc-là. Ok. Ouais, c'est ça la magie des side projects, c'est que sur un même side project, chacun peut avoir des envies différentes. Et puis voilà, il y en a pour tout le monde, quoi. Tu as publié, du coup, on en a déjà un peu parlé, mais tu as Ouais. publié un article Medium sur ce sujet. Tu as pu échanger avec des personnes de GetAround. Est-ce qu'il y a eu d'autres impacts avec la publication de cet article, outre le fait de passer dans ce podcast? Ouais, écoute, en fait, j'étais assez surpris. Parce que je l'ai mis sur LinkedIn, qui LinkedIn, est quand même plutôt un réseau. Enfin, j'ai plus l'habitude de poster des trucs sur les boîtes dans lesquelles je suis, sur les expériences qu'on crée, des nouvelles interfaces, etc. Là, c'est la première fois que je testais de poster un truc vraiment qui a un peu rien à voir avec mon parcours sur LinkedIn. Et en fait, ça a vachement pris. En gros, j'ai regardé là juste avant qu'on se parle, je suis genre en termes de vues, je suis à quasiment 15 000 vues sur le post LinkedIn. Alors que je suis pas du tout un influenceur LinkedIn, loin de là. Je fais juste mon petit chemin tranquillou et voilà. Ensuite, l'article en lui-même, il a vachement, enfin, en tout cas de ce que je vois, de ce que j'ai lu dans les commentaires, il a vachement plu. Je pense qu'il y a un paquet de gens en fait, qui sont au courant un peu que tu peux te lancer là-dedans, mais qui ont jamais soit tellement eu soit le courage, soit vraiment toutes les données pour être plus au clair et se lancer sur le sujet. Donc ouais, il y a pas mal de gens qui m'ont envoyé des messages, genre, j'ai reçu des emails avec des pavés, genre, qui étaient un peu loin à répondre, mais en mode vraiment avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations de détails. Sur LinkedIn, pareil, j'ai eu des messages privés pour avoir plus d'infos sur des points typiquement de stationnement, sur des points où je suis allé un peu je suis resté un peu en surface sur pas mal de points dans l'article parce que je voulais pas tout couvrir non plus, que j'avais pas non plus spécialement de temps de faire une série sur l'intégralité de ce système. Et puis je pense aussi que c'est important que chacun aille un peu creuser de son côté, parce que si tout est tout cuit dans ta bouche, je pense que tu t'impliques un peu moins et que tu fais les choses un peu pas forcément de la bonne manière, et tu peux te retrouver un peu avec des côtés où genre tu dis Gauthier c'est une dit de la merde et en fait ça marche pas son truc. Mais ouais, non, j'ai eu des super retours. Et puis ouais, en termes de visibilité, j'étais assez halluciné quoi, parce que sur Medium, l'article il a quand même été lu 1200-1300 fois. Sachant qu'avant, mes seuls articles que j'avais fait, c'était des articles vraiment purement techniques sur mon métier, sur vraiment du design system, etc. Donc non, c'est plutôt hyper flatteur et signe aussi que je pense que de plus en plus de gens se renseignent un peu sur quels sont les moyens aujourd'hui de générer des revenus alternatifs sans attendre l'augmente semestrielle ou annuelle qui est potentiellement possible ou pas possible en fonction des boîtes, quoi. C'est ça, et puis tu disais tout à l'heure le fait de pas donner une expérience, enfin les éléments tout cuits, mais en fait c'est aussi ça l'intérêt, c'est de pouvoir, en fait l'intérêt c'est le voyage en fait, c'est de comment est-ce que je vais mettre en place ça, et t'apprends énormément de choses. Je veux dire, si dans ton métier t'as pas à utiliser Zapier, t'as pas à faire des automatisations, mais en fait c'est une très bonne excuse pour apprendre et pour pratiquer tout ça. Ouais, je suis complètement aligné. Et du coup, en interne, dans ta boîte, comment est-ce que ça a été reçu,
ce fameux side project? Bah écoute, en interne, déjà, j'ai des gens qui m'ont loué mon camion, donc c'était cool. Bonne nouvelle, ça déjà. Non, ensuite, bah écoute, ça a été plutôt bien perçu. Je pense que, ouais, bon, je pense que dans toutes les boîtes et toutes les startups, je pense que tout le monde apprécie un peu les gens qui essaient de faire des choses à côté, que ce soit du podcast, que ce soit de la newsletter, que ce soit un business de voiture, que ce soit de l'associatif et tout. C'est des choses qui sont bien vues et qui font de bien, je pense, à une vie d'entreprise. Et non, ça a été hyper aperçu. Bon, tu vois, j'ai posté mon truc sur Slack et puis les gens ont laissé des super commentaires. Il y a un des mecs de la team acquisition qui m'a challengé sur mon intégration Zapier et qui m'a demandé genre tout un tas de trucs. Même moi, j'étais perdu dans ce qu'il me demandait. Mais non, c'était hyper sympa. Et en vrai, ouais, c'est des trucs, je pense que chez Matera, on est plutôt hyper partant pour qu'il y ait plein de gens qui fassent ce genre d'initiative. Ensuite, tout en gardant en tête que t'as un job principal et que le but, c'est pas de le remplacer. C'est plutôt d'avoir un complément à côté. Mais donc, ouais, non, j'ai eu des bons retours. Puis sachant aussi qu'on a, enfin, si je me trompe pas, on a un de nos invests de départ chez Matera qui est le fondateur de Drivey. Donc c'est le truc que moi j'ai découvert après, ça m'a fait rien. Mais, euh, mais donc ouais, je me dis c'est peut-être un signe. Bah ouais, mais en tout cas, c'est une très belle aventure, je trouve, rien que personnel, quoi, de se lancer dans ce type de projet. Ça te permet de découvrir des outils, ça te permet de découvrir des startups, des gens, et du coup, c'est super enrichissant. Est-ce que tu aurais un dernier conseil à quelqu'un qui voudrait se lancer de manière un peu plus large que la location de voiture, mais dans tout ce qui ressemble à ce type de business, dans l'économie de partage et dans ce type de plateforme, que ce soit de la location d'outils, il y a de la location de matériel audiovisuel, des caméras, etc., et Airbnb et autres plateformes. Ouais. Bah en fait, je pense que toute la base et tout le départ de ça, c'est aussi simple que de la curiosité, quoi. C'est juste, il y a un moment où si tu vas pas chercher un peu plus loin que ce que tu vois tous les jours, tu trouveras pas des trucs tout cuits. Faut aussi faire attention un peu au côté un peu YouTube où tu vois un mec qui te parle de j'ai 33 voitures en ligne, ça carbure à fond. Mais le mec, alors, si c'est vraiment bien fait, je suis sûr que ça cartonne, hein, 33 voitures en pleine période sans pandémie et tout, c'est le feu, hein. Mais derrière, le mec, pour monter ce truc-là, bah, je pense qu'il a dû passer par des étapes un peu obscures et il a dû un peu galérer. Donc il y a aussi une grosse partie un peu de résilience quand tu commences. Parce qu'il y a plein de petites... En fait, les problèmes que j'ai eu moi sur le lancement de ce side project, je pense que tu l'as tu l'as de la même manière quand tu montes un podcast, quand tu te manges des murs à des endroits où tu t'y attends pas, ça peut un peu te démotiver. Ensuite, je pense que même si tu te plantes, je pense que ce qui est assez pas grave, enfin même pas grave du tout sur un side project parce que tu mets pas grand chose en jeu, parce que ça reste bien l'appellation side project, c'est-à-dire que c'est un truc que tu fais à côté d'autres choses. C'est vraiment, faut pas avoir peur, quoi. Enfin, ça coûte pas grand chose. L'emprunt, tu le prends, si ça marche pas, tu le rembourses. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est tu revends ta voiture et puis voilà. Au pire, t'as perdu 300 balles à la revente. Bah, 300 balles sur une vie, t'as appris des trucs, t'as discuté avec ta banquière, t'as appris des choses sur elle. Peut-être que ça sera plus simple la prochaine fois de prendre un emprunt chez elle ou de mieux apporter un sujet en tout cas, elle va voir que t'es pas idiot et que t'essaies de faire des choses. Et moi, clairement, c'est un truc qui est hyper clé dans une relation. Pour purement des financements, parce qu'à côté, moi, j'ai déjà un projet IMO que je l'ai lancé il y a 2 ans et je suis sur un deuxième. Donc c'est aussi pour ça que je vends la 208, histoire de récupérer un peu une capacité d'emprunt plus confortable. Mais en fait, tu trouves des plus partout, donc en fait, il faut se lancer, même si ça marche pas, tu vas discuter avec des gens, potentiellement, ça va trouver une autre opportunité sur un autre truc auquel tu n'avais pas du tout pensé. Enfin, voilà, faut juste discuter avec des gens. Je pense que c'est la clé avec la curiosité et ensuite, se donner les moyens de lancer le sujet et de voir si ça marche et pas de s'arrêter au bout d'un moment en se disant bon, bah, c'est pas assez rentable, j'arrête, juste voir sur un peu plus loin. Et puis ouais. Enfin, foncer, quoi. Ouais, et puis comme on disait tout à l'heure, effectivement, je pense c'est une expérience. Je pense qu'il faut pas se dire, enfin, faut pas croire que c'est pas parce qu'on montre ton exemple, par exemple Gauthier qui a plus ou moins réussi de manière relative sur ce projet-là ou sur d'autres, que ça va marcher pour tout le monde. Mais en tout cas, voilà, on apprend des choses, comme tu le dis, on rencontre des gens, et je pense que rien que pour ça, ça peut être bénéfique pour un deuxième, troisième, quatrième side project parce qu'on aura appris de nos erreurs.
Et puis voilà, c'est comme ça qu'on apprend, quoi, c'est la vie. Et carrément. Gauthier, merci beaucoup pour ton temps, pour tes précieux conseils. J'étais très content de pouvoir échanger avec toi. Merci d'avoir accepté cette invitation. Moi, quand je vois passer dans mon fil d'actualité LinkedIn ce type de side project, je suis très curieux, j'ai envie d'en savoir plus. Et je suis très content d'avoir pu te rencontrer. Donc, merci beaucoup, Gauthier. Merci à toi pour cette discussion. Très sympa. Donc, je mettrai tous les liens dans la description, dans la page sur makerside.club, donc avec le lien de ton article et les différentes ressources qu'on a échangées aujourd'hui. Et je te dis à bientôt, Gauthier, et bon courage pour la suite de ton aventure. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. On arrive à la fin de cet épisode, mais aussi à la fin de la saison 1 de Makerside. Pour retrouver les différents liens évoqués durant notre échange, mais aussi pour rejoindre la communauté des créateurs de side project, rendez-vous sur makerside.club. Avec 10 000 heures, on va continuer de vous proposer du contenu pour vous aider à lancer et à faire vivre vos side projects, que ce soit via la communauté makerside.club ou via du contenu plus spécifique. Donc si vous souhaitez en savoir plus, rejoignez-nous. Merci à mes invités d'avoir accepté mon invitation pour pouvoir vous proposer ce contenu. Merci à vous d'avoir suivi cette saison. Si le podcast vous a plu, vous pouvez laisser une note ou un commentaire sur Apple Podcast, ça me fera toujours plaisir. Et sinon, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur LinkedIn pour me faire un retour. À très vite pour une nouvelle saison de Makerside, le podcast des créateurs de side project.